Emmanuel Hirsch, bonjour. Simon Hassoun, bonjour. Vous publiez aujourd'hui un ouvrage, La maladie entre vie et survie, aux éditions de Buck. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi vous parlez de vie et de survie? Parce que le parcours dans la maladie est souvent un parcours au long cours. Et des personnes atteintes de maladies chroniques se posent parfois la question, est-ce qu'on est encore du côté de la vie ou est-ce qu'on est dans une espèce d'impasse, on trébuche, qui est un peu de l'ordre de la survie. Et c'est vrai que souvent la maladie au long cours désocialise, isole la personne, fait que sa vie au quotidien est très médicalisée, soumise à des traitements, à toutes sortes de contraintes, et la part de liberté, d'autonomie de la personne est de plus en plus restreinte. Donc je m'interroge finalement sur ce statut un peu particulier de la personne qui doit consacrer sa vie à lutter contre la maladie, souvent en solitaire, souvent avec le sentiment d'une espèce d'indignité parce qu'on n'est plus ce qu'on était jusqu'à présent, on est fatigué, la maladie use, puis ce sont des rendez-vous inquiétants avec des contrôles pour savoir si la maladie évolue ou pas. Donc vous êtes dans un contexte d'incertitude, souvent même de précarité sociale, et quelquefois les gens vous disent, ces mots que j'ai recueillis, on survit difficilement, et jusqu'à quand ? On survit, mais tout de même de manière encadrée, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de parcours de soins. Quelle importance cela a dans la vie du malade aujourd'hui? De plus en plus, les équipes proposent aux personnes malades un projet dès la consultation d'annonce. On va vivre ensemble un parcours. On espère qu'au bout, il y aura la guérison. Mais avant qu'il y ait la guérison, il va falloir qu'il y ait des examens, qu'il y ait des hospitalisations, qu'il y ait des soins au domicile. Donc on définit un espèce de contrat qui est un contrat de vie, avec des projets, bien sûr, que la personne puisse, par exemple, maintenir une activité si c'est compatible avec son état de santé, retrouver un emploi. Vous savez à quel point l'observatoire qu'a mis en place la Ligue contre le cancer a rendu un rapport qui fait apparaître que souvent la maladie grave, c'est la précarité, des difficultés économiques, un impact sur la famille. Donc vous voyez, quand je parle de survie, c'est pas uniquement pour la personne malade, c'est aussi quelquefois pour ses proches. Quand vous êtes atteint d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer, c'est souvent le conjoint ou des proches de la famille qui vont avoir à vivre à vos côtés, à vous soutenir, serait-ce que pour aller avec vous à des consultations, pour vous aider dans votre quotidien, faire vos courses. Alors j'en appelle à une solidarité, et ce n'est pas un livre d'éthique, c'est un livre plutôt politique, où je dis c'est bien que la médecine offre aujourd'hui des possibilités qui permettent à des gens de vivre plus longtemps, mais pour vivre plus longtemps, il faut vivre avec une qualité d'existence, vivre mieux, vivre dans la cité. Alors il y a quelques années, vous aviez déjà publié L'existence malade aux éditions Serre, dans lequel vous décriviez déjà les différentes étapes de passage dans la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous situez dans la continuité de cet ouvrage? Effectivement, au contact des personnes malades, de leurs proches, des professionnels de santé, c'est mon activité quotidienne, je vois des aspects qui étaient pour moi insoupçonnés. D'abord, je vois que dans l'existence malade, il n'y a pas que le côté péjoratif et dramatique de vivre au quotidien avec une maladie, même si c'est quelquefois lourd à assumer. Il y a également des solidarités et puis des personnes qui trouvent des ressources inattendues. Vous voyez, le milieu associatif, pour moi, est une aventure sociale, une aventure politique tout à fait impressionnante. Avec les années SIDA, on a vu des personnes malades qui ont voulu assumer autrement leur rôle en étant partie prenante de leur maladie. C'est retrouvé d'ailleurs cet esprit dans la loi Kouchner sur le droit des malades, qui veulent être informés, être en considération comme des experts dans leur maladie. Donc nous avons des évolutions importantes. Alors, dans l'existence malade, j'ai essayé de restituer l'expérience partagée avec des personnes malades dès l'annonce de la maladie, avec ces moments cruciaux qui sont faits d'attente, d'espoir, de désespoir, d'envie d'aller plus loin ou pas. Et je faisais aussi apparaître ces solidarités des professionnels qui, contrairement aux apparences, sont véritablement des soutiens extrêmement forts. Ils permettent de lutter. Vous savez, quand en cancérologie, vous faites une chimiothérapie et puis que le soir, on vous appelle pour dire vous êtes bien rentré chez vous, vous allez revenir demain. Toutes ces socialités qu'on ne voit pas toujours à l'hôpital, on voit toujours l'établissement un peu froid, technique, mais il y a cette humanité du soin. Donc, dans l'existence malade, je parle de la difficulté de vivre, d'éprouver la maladie au quotidien. Je parle aussi de ces moments forts, qui sont des moments de tendresse, quelquefois d'espoir partagé, puis des moments quelquefois plus redoutables et difficiles, c'est les questions autour de la fin de vie.
Mais ce qui me paraît vraiment important, c'est de considérer finalement que l'hôpital, les lieux du soin, sont des lieux de démocratie. Et les valeurs fortes, c'est les valeurs de la sollicitude, de la fraternité humaine. Et quelquefois, des personnes dans la précarité de la maladie n'ont pas d'autres interlocuteurs que les professionnels de santé. Et donc, il y a ces solidarités intimes et quelquefois ultimes, moi, qui m'impressionnent. Alors, quand on vous entend parler, vous parlez solidarité, sollicitude, humanité, mais quand on vous lit, votre analyse est plutôt d'une grande gravité, alors vous êtes plutôt pessimiste. C'est pas de la gravité, c'est que ce sont des situations douloureuses, éprouvantes. Quand vous êtes dans l'attente d'un résultat, vous êtes au cœur de la maladie, avec toutes les altérations de la maladie qui vous amputent quelquefois de votre identité, qui vous restreint dans votre capacité de vous projeter dans l'avenir. C'est ça la réalité de la maladie. Vous avez 40 ans, vous êtes plein d'avenir, et puis du jour au lendemain, vous avez une maladie qui vous est annoncée. Vous devez consacrer votre énergie à lutter contre la maladie, et quelquefois, vous ne retrouverez plus votre place dans la cité, vous ne retrouvez plus d'emploi, parce qu'il y a aussi toutes les discriminations liées aux maladies. Donc, le tableau est un tableau qui n'est pas un tableau heureux. Mais je constate aussi, et je le dis, tout ce qui s'est mis en place pour permettre à ces personnes de vivre plus dignement, plus humainement cette maladie. Là où je fais un appel, j'allais dire, citoyen, c'est un appel à des solidarités. Vous voyez, quand vous êtes atteint d'une maladie d'Alzheimer, vous êtes au domicile. 70% des personnes vont évoluer dans la maladie au domicile avant de se retrouver dans une institution. Quel type de solidarité la société témoigne-t-elle à ces personnes? Quel type de citoyenneté? Quel type de reconnaissance? On est là vraiment dans un enjeu éthique et politique important. Donc il y a un constat qui est un constat assez difficile. Ce que j'ai voulu à travers ces deux ouvrages, c'est mettre à la disposition de personnes qui rentrent dans la maladie un certain nombre d'éléments de repère en disant c'est grave, mais on peut arriver au quotidien à dépasser les circonstances en comprenant mieux les enjeux. Alors vous parlez de repères, mais vous parlez également de définition, puisqu'en deuxième partie de cet ouvrage, vous proposez un dictionnaire, un lexique intitulé « Les mots de la maladie, petit traité d'éthique pour tant de maladies ». Un dictionnaire dans lequel vous redéfinissez confidentialité, empathie, humanité, réanimer. Est-il nécessaire aujourd'hui de redéfinir les mots de la maladie? C'est un dictionnaire très subjectif. C'est-à-dire, quand je vais à l'hôpital, que je rencontre des gens dans le milieu associatif, parce que je suis très engagé dans le milieu associatif, quels sont les mots qu'on emploie pour dire la maladie? Quels sont les mots qu'on emploie pour être écouté, être perçu dans ce qu'on éprouve? Alors quand vous parlez de la souffrance, de la douleur, de l'attente, c'est des mots banals, un peu du quotidien, et en quelques lignes, j'essaie de les définir, de dire ce que les gens m'en ont restitué. Alors c'est vrai, quelquefois ça peut surprendre quand on parle du consentement aux soins. Qu'est-ce que c'est consentir? Est-ce accepter? Est-ce perdre son autonomie? Alors j'essaie d'être explicite. Encore une fois, ces mots, c'est les mots perçus dans le soin. C'est très dur de dire sa maladie, c'est très dur de dire sa souffrance, c'est très dur d'être entendu. Et donc je pense que pour une personne malade, pour un proche, ce petit dictionnaire, 170 mots, ça aurait pu être un dictionnaire beaucoup plus élaboré, permet de trouver des repères et puis peut-être une compréhension, une connaissance. Et ce qui est important lorsqu'on est malade, c'est de retrouver une certaine maîtrise, une certaine autonomie. Alors même si vous allez être dépendant des traitements, dépendant aussi quelquefois au domicile de professionnels qui ont leur propre rythme, dépendant aussi de règles un peu rigides à l'hôpital, vous pouvez aménager un espace d'autonomie, un espace privé. Alors ces mots, c'est un peu sur ce registre que je les ai rédigés.